La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Je suis à nouveau aujourd'hui avec le docteur Joël Dehay, qui est spécialiste de la rhumatologie des musiciens. La semaine dernière, il nous a expliqué les problèmes qu'il pouvait y avoir justement à cause des postures, des mauvaises postures des musiciens, et qu'il a donné pendant de nombreuses années des consultations justement par rapport à ces musiciens qui avaient des soucis. Et on va tout de suite entrer dans le sujet. Je vais lui demander, Joël, heu, comment ça se passe en fait une consultation de musicien? Comment vous étudiez? Comment vous faites des diagnostics? Qu'est-ce qui est spécial aux musiciens par rapport à n'importe qui, par exemple? Donc, comment ça se passe, quand vous observez, un musicien et quand vous essayez de traiter un musicien? Oui, l'approche rhumatologique traditionnelle reste valable, c'est-à-dire qu'elle est fondamentalement clinique. Il faut écouter, la personne, raconter, ce qu'elle éprouve, lui poser des questions bien évidemment assez précises pour pouvoir, définir clairement, quel est le type de douleur, où elle se situe, quelles sont les circonstances qui la favorisent, n'est-ce pas? Et on commence par cela et ensuite on examine attentivement, on regarde, ça s'appelle l'inspection. Ensuite on palpe, on appuie pour voir s'il y a des points douloureux et après on mobilise dans l'articulation et pour arriver à savoir effectivement quel est le diagnostic. Et très souvent avec l'examen clinique, physique traditionnel, on arrive à savoir si c'est une tendinite ou non. Et les musiciens, tout le monde pense qu'ils font des tendinites et en réalité, c'est pas si fréquent que ça. Heu, on y pense toujours chaque fois que la douleur est assez localisée et au voisinage d'une articulation. Mais dans la grande majorité des cas, les musiciens ont des douleurs beaucoup plus diffuses. Ils ont mal dans l'avant-bras, dans le bras, dans l'épaule et ce qu'ils appellent l'épaule, ça va jusqu'au dos. Enfin, c'est souvent assez étendu et puis on voit bien quand qu'ils nous le disent que c'est quand ils font l'instrument qu'ils ont ça. Mais parfois dans le syndrome qu'on appelle de surménage musculaire, ils ont tellement tiré sur la ficelle que les douleurs persistent après le jeu instrumental et parfois même elles arrivent à un niveau tel qu'ils ne peuvent plus jouer de leur instrument. Dès qu'ils le prennent, ils ont horriblement mal. Voilà, ce qui peut se passer Et tu et donc sais par pardon, non, juste pour rebondir, tu disais que vous faisiez, comment dire? Un diagnostic clinique, mais oui, vous étudiez aussi le musicien en posture de, jouer de la musique? voilà. Bon, la première étape, c'est l'examen rhumatologique traditionnel et ensuite il faut faire un examen en situation de jeu. C'est-à-dire que le musicien vient à la consultation avec son instrument. Alors il y a des instruments qui sont pas faciles à transporter, donc il faut avoir un piano dans sa salle de consultation. Il faut avoir une contrebasse aussi qui est un instrument très lourd et comme je consultais à Paris, vous imaginez ce que c'est dans le métro d'avoir une contrebasse. Déjà que quand on est sans bagage, on n'est pas toujours très à l'aise. Voilà, donc il faut avoir un minimum de matériel pour faire ces consultations et c'est précisément dans cet examen à l'instrument que l'on peut faire l'analyse de l'ergonomie à l'instrument, de la façon, que le musicien a d'utiliser son instrument et c'est là qu'on voit, par exemple, qu'il a un dos rond, qu'il a la tête complètement en avant, qu'il est en déséquilibre manifeste et on parlait tout à l'heure de Glenn Gould. Tous ceux qui ont, vu les vidéos de Glenn Gould, il a disparu en 1982 On donc va peut-être en oui, reparler un peu de Glenn Gould parce que oui, pour les gens qui bon, je sais bien pas, je pense que tout le monde connaît Glenn Gould, mais on sait jamais, donc donc tu peux peut-être rappeler, bon, c'était un pianiste qui était Glenn Gould? qui est né en 1932 au Canada, à Toronto et qui est mort en 1982. Il avait tout juste, 50 ans, donc il a eu une carrière courte, mais il a eu une carrière assez extraordinaire. C'était un enfant prodige, d'une part au Canada, puis il est allé aux États-Unis, quand il est devenu célèbre au Canada. Il avait donc, 24-25 ans et là, il a fait un enregistrement des variations Goldberg, une œuvre de Bach que tout le monde trouvait un peu ennuyeuse, n'est-ce pas? Comme si c'était des exercices, pour se délier, s'entraîner, développer ses capacités de régularité et cetera.
Alors qu'en fait, c'est une œuvre, artistique qui est un des sommets, de la musique pour clavecin. Plus personne ne le discute maintenant et c'est lui qui a révélé cette œuvre au public en définitive. Il a fait un enregistrement qui s'est répandu dans le monde entier tout de suite. Faut dire aussi que les enregistrements avaient, progressé, les techniques d'enregistrement par rapport à ce que c'était auparavant. Excuse-moi, il l'avait fait au piano, pas au clavecin, Voilà, lui? Oui, il c'est était ça, pianiste, oui. mais il faut dire aussi que le clavecin, personne n'en jouait dans les années 30 ou 40. Il y a eu une femme assez extraordinaire qui s'appelait Wanda Landowska, qui a remis cet instrument à l'honneur, au je crois qu'elle était née en 1875, donc c'était dans la première moitié du 20e siècle, pardon, qu'elle a utilisé l'instrument. Mais encore une fois, elle a fait faire un instrument, moderne, qui était beaucoup plus lourd que les clavecins d'autrefois. Maintenant, on a des spécialistes de la musique baroque qui utilisent des reproductions, des copies de clavecins anciens qui sont absolument, heu, voisins de ce qu'on faisait au XVIIIe siècle ou XVIIe siècle et qui ont des qualités acoustiques merveilleuses. Mais à l'époque, les clavecins qu'on faisait n'étaient pas extraordinaires et donc c'est pas étonnant que Glenn Gould n'ait pas fait de clavecin. Mais en tout cas, il faisait du piano et il voulait reproduire un jeu qui se rapprochait de celui des clavecins, ce qu'il avait dans sa tête. Voilà. Alors que c'est pas fait pour jouer mais on joue très bien Bach sur un piano. Je dois Justement, mais il faut pas c'était vouloir magnifique. dénaturer le piano, il faut jouer le piano. C'était magnifique ce jeu, cette interprétation des variations Alors Goldberg, oui. alors effectivement, il est devenu célèbre là, en l'espace de quelques semaines, en même temps que ça s'est répandu, jusqu'en URSS. Il est allé jouer donc après les États-Unis, il est allé en URSS, il a eu un succès considérable à Moscou, et puis ensuite il a fait des concerts dans le monde en 59, il a fait un concert par semaine pendant toute l'année, ce qui est quand même un effort colossal aussi et assez fatigant pour ses muscles, ses articulations et puis très stressant aussi. Il faut savoir que quand même, que la musique, c'est une activité où la personne est exposée au regard, à l'oreille et au jugement d'autrui. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de stress et le stress forcément, vous paralyse quelquefois dans vos mouvements. Et Glenn Gould était quand même quelqu'un qui, était assez phobique, c'est-à-dire qu'il avait des craintes, heu c'est très difficile de faire de la musique à haut niveau et puis quand on est critiqué derrière, si on est un peu sensible, bah, c'est dur quoi, et on le comprend et à 32 ans, il a décidé qu'il arrêterait de faire des concerts publics et il s'est retiré dans des studios où il a pu, grâce aussi au progrès des nouvelles technologies de communication, faire des enregistrements de bien meilleure qualité et puis quand une partie, il estimait qu'elle n'était pas assez réussie, eh bien, il reprenait ce passage pour arriver finalement à faire un montage comme on fait avec les films. Il a fait des montages musicaux avec des disques de grande qualité, mais avec une façon d'interpréter tout à fait personnelle et comme son objectif, c'était de se rapprocher du clavecin, il a développé une posture de jeu telle qu'il mettait ses mains avec des poignets très fléchis, les doigts Oui, c'est complètement à vrai, plat. quand on voit les images de sa posture, il était assis très bas, il était penché un peu sur le clavier, il avait les mains très hautes et à plat, ce qui est pas du tout, du tout, du tout la méthode Voilà. habituelle de jouer du piano. Normalement, il faut être effectivement plus haut et dominer le clavier de sa hauteur, avoir un socle très solide et puis lui, au contraire, il était très bas de façon à pouvoir avoir les poignets fléchis. Il avait les coudes bas. Mais ça pouvait lui donner des problèmes de santé Et du justement. et Il du avait coup, il ne pouvait pas porter le poids de ses bras. C'était impossible dans cette position. C'est pour ça qu'il a tant de douleurs dans les épaules et puis aussi, il a eu des problèmes avec même les mains. Il n'arrivait plus à bien contrôler ses doigts à la mais c'est fin. pas pour ça qu'il a arrêté, j'ai compris, tout à fait. Enfin peut-être un peu, mais aussi à cause de cette phobie du Il a fait public un des peu. il a fait des arrêts, par exemple, il avait des rendez-vous pour des enregistrements, des contrats. Il avait des films aussi qu'il a voulu des films musicaux avec, Bruno Mont-Saint-Jean, notre, spécialiste du film musical français et et bien, il est obligé de repousser ses rendez-vous tellement il avait mal, il n'était pas en état de jouer. Voilà. Mais, encore une fois, s'il avait ces douleurs, c'est parce qu'il avait cette idée de jouer d'une certaine façon pour avoir un son extrêmement détaché, ce qu'on appelle le staccato et avec la technique qu'il avait découverte, il avait un staccato très rapide, très articulé, qui correspondait à l'idée qu'il avait de la façon dont il fallait jouer Bach. Voilà. Alors que maintenant, bien sûr, ça fait, disons, il est mort en 82 et on a beaucoup évolué dans la façon de jouer Bach et beaucoup de spécialistes actuellement estiment que Gould, bon, ça appartient à l'histoire de la musique. Et tu nous as montré comment dire? 2 images, enfin si je peux dire comme ça, Daniel Barenboim au piano et Glenn Gould au piano et c'est pas du tout la même posture. Oui, Daniel Barenboim est un pianiste
qui joue effectivement du piano de la façon traditionnelle avec un tronc très droit, des courbures vertébrales maintenues, des épaules larges et qui a une grâce dans son jeu et une capacité de faire des nuances et d'obtenir des couleurs, absolument subtiles, admirables véritablement. Le jeu de Gould était assez tellement stéréotypé et caractéristique qu'on le reconnaissait tout de suite, hein. Alors qu'effectivement, un pianiste, normalement, a une palette de techniques qui lui permet de changer la couleur des notes, de faire des choses assez subtiles qu'on ne peut pas faire avec cette technique qu'il avait, qui était assez mécanique en définitive. Heu et c'est aussi pour ça que Gould ne jouait pas le grand répertoire romantique avec sa technique. Il ne pouvait pas le faire parce qu'il faut avoir des fléchisseurs puissants, il faut vraiment entrer dans le clavier et sa technique ne lui permet pas de le faire. Alors mais l'important, c'est d'avoir effectivement une gestuelle, une posture adaptée à ce que l'on fait. Il y a des règles générales qui valent pour toutes les pièces que l'on joue, n'est-ce pas? Mais l'engagement technique n'est pas le même en fonction la musique contemporaine, par exemple, est d'une difficulté considérable, Oui. avec des déplacements, très très importants. Mais justement, c'est comment dire? Je pense que les musiciens, quasiment tous les musiciens doivent avoir des problèmes, de douleur et tout ça et pourtant, tu vois des pianistes, enfin on connaît des grands pianistes qui ont été pianistes jusqu'à, presque 90 ans. Donc, Mmh. ça veut dire que ces musiciens sont capables de passer par-dessus, de dominer leur douleur. Oui, mais par exemple, Vladimir Horowitz, Oui, je pensais à le dire. il «trafiquait» entre guillemets ses instruments, on de telle sorte qu'il ait beaucoup moins d'efforts à fournir et même Glenn Gould, parce qu'il avait ses problèmes de douleur et il a essayé d'obtenir de la maison Steinway, parce qu'il jouait sur des pianos Steinway, que l'on réduise la résistance à l'enfoncement des touches et c'est comme ça qu'il a eu, finalement ce conflit, avec la maison Steinway. Et je pense que tous les jeunes musiciens devraient faire attention à, prendre, vraiment des bonnes postures pour pouvoir ne pas avoir trop mal et pour pouvoir jouer, longtemps avec Jouer un opéra, c'est 3 4 heures dans une fosse d'orchestre, il voilà, faut pouvoir le tenir fait. effectivement, donc avoir effectivement une bonne condition physique et une bonne hygiène de vie aussi par ailleurs, hein, ça hein, c'est très vrai. En tout cas, merci beaucoup Joël pour toutes ces informations. Je crois qui intéresseront beaucoup les auditeurs, qu'ils soient musiciens ou pas. Merci Sylvie, au revoir.